Notre invitée C360 de ce mercredi est Nathalie Nyamba. Elle est activiste, elle est panafricaniste, comme on l'appelle affectueusement la dame de Sochi. Nathalie Nyamba, bonjour. Bonjour, Merci d'être venue. Merci de m'avoir convié. Avec vous, on va parler donc de l'Alliance des États du Sahel, le point de départ d'une vraie souveraineté africaine. On va poser la question et certainement qu'on aura de bonnes réponses. Alors, question d'entrée, Nathalie Nyamba. Quelques jours après votre arrivée au Burkina Faso, on a vu cette fake news qui a circulé. On a dit que vous avez été nommé ministre d'État par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Comment avez-vous vécu ce moment? Bon, écoutez, j'ai d'abord rigolé parce que j'ai pensé que c'était évident que c'était une fake news. Et puis après, j'ai commencé à recevoir des messages sur mon WhatsApp. Même des gens qui avaient disparu de ma vie depuis quelques années m'envoyaient des « Ma chère amie, mes félicitations !» J'ai compris qu'il était peut-être temps que je m'exprime sur le sujet. Non, je pense que les fake news, j'y suis un peu habituée depuis plusieurs années. Je pense que celle-ci particulièrement avait pour objectif de détourner l'attention et l'énergie des gens de ce qui était important, de ce qui se passait, c'est-à-dire la cérémonie d'inauguration du mausolée, donc la célébration de Thomas Sankara, la riposte des VDP et des FDS militaires à l'intérieur du pays. C'est ça qui est important. Et ce genre de fake news, ça sert à détourner l'attention et peut-être à vouloir créer des rancœurs en se disant, bon, nous ici au Burkina, on souffre, et puis il y a ceux qui viennent du dehors et à qui on donne des titres. J'ai vu que j'avais aussi droit à une villa, à 5 voitures, à 8 gardes du corps, je crois que j'avais 5 millions de salaire. Moi-même, je me suis dit que, mais dis donc, mais je suis bien là. Cela vous a affecté? Non, ça ne m'affecte absolument pas. Alors, vraiment, absolument pas. J'essaie simplement de m'assurer que les gens comprennent qu'il ne faut pas qu'ils se détournent. L'information et la communication sont des instruments de guerre. Et ce genre de fake news a toujours une raison d'être. Et la raison, justement, c'est de nous diviser et de nous détourner de l'essentiel. Donc, je rappelle à tous qu'il faut faire preuve de discernement et rester concentré. Alors, nous allons parler donc de la question de l'AES depuis donc le 16 septembre 2023, où l'Alliance des États du Sahel a été créée. Elle est passée à la Confédération le 6 juillet 2024, donc après une rencontre, il y a eu un sommet des 3 chefs d'État. Bientôt 1 an donc que cette confédération existe. Déjà, quelle est votre appréciation à 1 an déjà donc de la création de cette confédération? Écoutez, je suis impressionnée par ce qui a été déjà mis en œuvre. Il y a... Amener ensemble 3 États, ce n'est pas une chose aisée, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et il y a beaucoup qui a été fait en 1 an. Je veux dire sur des choses comme le drapeau, maintenant l'hymne qui vient d'être... La confédérale. La confédérale qui vient d'être présentée et qui retentira certainement lors du prochain sommet des chefs d'État qui verra une tournante dans la présidence de l'AES, les mesures qui ont été prises au niveau diplomatique où on s'est habitué à voir les 3 pays être représentés ensemble sur la scène internationale et même s'ils n'y vont pas ensemble dans certains forums, la personne qui est là porte la voix de l'AES et présente des projets de l'AES. Il y a eu des mesures communes qui ont été prises sur le plan militaire avec la concrétisation du théâtre confédéral des opérations. Il y a eu des mesures qui ont été prises en termes d'harmonisation des taxes de l'espace AES. Donc il y a énormément de choses qui se sont faites visiblement. Il y a encore plus de choses qui sont en train de se faire loin des regards du public parce que tout ne se fait pas en plein jour et qu'il y a des choses qui se préparent derrière. Donc je suis encouragée, je suis fière de ce qui a été fait et j'espère qu'on continuera d'avancer à un rythme soutenu pour arriver à la fédération. À la fédération. Alors, beaucoup de choses ont été faites. L'une des préoccupations donc des peuples de l'AES actuellement, c'est la question de la monnaie. Oui. Vous en aviez parlé dans l'une de vos vidéos récemment. Le président du Faso, lors de sa dernière visite en Russie, a abordé aussi la question, autant pour moi. Et aujourd'hui, qu'avez-vous à dire à ces peuples-là de l'AES qui pensent qu'il faut aller vite et maintenant dans la création de la monnaie? On se rappelle, hein, vous l'aviez dit, il faut aller, voilà, pas à pas. Il y a d'autres implications donc avant la création de cette monnaie. Qu'avez-vous
qu'avez-vous à dire à ce peuple-là qui pense qu'il faut aller rapidement? Bon, hâtons-nous lentement, dit-on. C'est un oxymore. Non, ce que j'ai expliqué, c'était les différentes étapes, enfin certaines des différentes étapes, pour que les gens comprennent que la monnaie, c'est pas j'entre quelque part, je choisis un imprimeur, on lance. Juste pour qu'on comprenne que ce n'est pas un processus aussi facile que ça. Le fait qu'il y ait plusieurs étapes à faire ne veut pas dire que ça va prendre énormément de temps. Non, il y a des choses qui se font de façon concomitante, qui se font rapidement. Donc, je voudrais écarter l'idée que ça va prendre, qu'on va encore devoir attendre 3 ans, 5 ans avant. Non, on n'est pas là. Mais je voulais juste que les gens comprennent qu'il y a différentes étapes. C'est une question de volonté politique et c'est aussi une question de contexte. On lance une monnaie, pas pour qu'elle échoue, mais pour qu'elle nous amène vers la prospérité. Donc, il y a un contexte économique, un contexte sécuritaire, un contexte politique, un contexte diplomatique, un contexte communicationnel à mettre en place avant de lancer la monnaie. Mais, et je crois que dans mon émission, j'ai expliqué que le meilleur contexte, c'est de lancer la monnaie dans l'État unitaire, dans la fédération. Et la fédération peut se faire, vous avez vu, ça n'a pas pris longtemps pour faire la confédération, ça n'a pas besoin de prendre longtemps pour continuer la route vers la fédération. C'est l'espoir de tout le peuple de l'AES. Oui. Alors, quel est aujourd'hui, Nathalie Yam, comment voyez-vous l'avenir de l'Alliance des États du Sahel? Je la vois déjà en route vers la fédération. Je vois ce grand espace qui va devenir le socle de l'envol de l'Afrique vers l'autodétermination et vers la prospérité. Je vois l'AES comme vraiment le point de départ de la vraie intégration des peuples africains. Les États que nous avons et les organisations régionales, sous-régionales et continentales que nous avons sont avant tout des intégrations d'États. Et d'États qui ont été artificiellement dessinés ailleurs sans nous. Donc, pour moi, la vraie intégration, c'est l'intégration des peuples. Et l'endroit où elle se met en place, c'est ici dans l'AES. Et j'espère et je vais tout faire ce qui est en mon pouvoir. Et j'appelle tout le monde à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que cela réussisse et que nous soyons tous mobilisés. Parce que si ça marche ici, ça va donner du courage à d'autres dirigeants qui tremblent là-bas dans leur palais présidentiel, qui se disent que non, si on fait ça, le ciel va nous tomber sur la tête. Ça va donner de l'enthousiasme aux autres peuples qui vont mettre la pression sur leurs dirigeants pour qu'ils s'alignent aussi dans cette dynamique d'émancipation, de dignité, de reconquête de nos instruments de souveraineté et de nos instruments de prospérité. Alors, quand on vous suit, on comprend déjà que l'AES et ce regroupement-là porte d'espoir donc pour l'unité, pour la souveraineté vraie de l'Afrique. Mais on se pose aussi des questions. Vous avez abordé les différents blocs qui existent aujourd'hui, dessinés donc par l'Occident. On a qu'on appelle au moins 5 ou 6. Est-ce que avec ces différents blocs qui existent, sans oublier aussi l'Union africaine, on pourra un jour parvenir et arriver donc à avoir cette Afrique-là unie et souveraine, surtout la vraie? Oui, je pense vous savez, dans toute chose, il faut commencer par des petits pas. Quand on vous dit, vous allez devoir construire cet immeuble, vous vous dites, waouh, je vais commencer par où? Et puis vous prenez une brique après l'autre et vous avancez. Et quand vous décomposez les grandes tâches en petites étapes, ça avance plus vite. Oui, bien sûr, il y a des organisations sous-régionales qui existent. Nous, ici, on est sortis d'une organisation sous-régionale existante pour créer une confédération. Il en existe à côté de celle qui a été quittée. Il y en a plein d'autres. Il y a le Conseil de l'Entente, le CENSAD, il en existe déjà. Donc, on bâtit des relations. La CEDEAO coexistait avec d'autres organisations dans la même sous-région. L'AES va coexister, va établir des relations multilatérales avec ces organisations-là. Les pays membres de l'AES vont continuer d'avoir des relations bilatérales avec les autres membres. Et petit à petit, ça va se former autour. On ne vient pas pour tout effacer du jour au lendemain, mais pour donner le là de départ
L'AES, c'est avant tout une vision, un esprit et des principes. Géographiquement, les trois pays sont dans le même espace, mais il y a des gens qui peuvent avoir l'esprit AES ou la vision AES ailleurs dans le continent. Il ne faut pas nécessairement ne voir que la dimension géographique de la chose. Je pense que tous ceux qui ont envie ou qui ont décidé qu'ils se feraient respecter sur le terrain international, qu'ils mettraient en avant les intérêts de leur population avant de défendre les intérêts des puissances étrangères, qui accordent de l'attention aux valeurs de la dignité, de l'humanité, du respect. Tous ceux-là sont dans un esprit AES. Ça ne veut pas dire que physiquement, on va faire une confédération et puis non. Mais petit à petit, les gens vont... Et quand il y aura une symbiose des esprits, bon, après, on va reprendre encore une autre gomme et effacer d'autres frontières jusqu'à arriver à un bloc qui, même si géographiquement, ça ne va pas faire un seul pays du nord au sud et de l'est à l'ouest, encore qu'il ne faille même pas l'exclure. Les États-Unis sont là pour nous montrer que 50 différents États peuvent constituer un pays. Mais déjà, si on sait que quand on va sur la scène internationale, on porte une voix africaine, des intérêts africains, et qu'on ne va pas là-bas pour s'aborder son voisin, défendre l'étranger. Si déjà on arrive à aller dans des sommets et dans des réunions internationales pour porter des projets communs africains, je pense qu'on aura déjà réalisé pas mal. Cela m'amène à vous poser une question, et l'avant-dernière certainement. Alors, en tant qu'ami du peuple de l'AES, depuis votre position, comment est-ce que vous sentez ce peuple de l'AES? Comment est-ce que vous vivez l'AES depuis votre position en tant qu'ami de ce peuple? Ah, moi, je suis même dans le peuple de l'AES. Hein. Vous n'allez pas pouvoir me sortir de là. Non, j'en parlais d'ailleurs hier soir à des amis. Le peuple est prêt. Le peuple de l'AES existe déjà. En fait, les populations se voient déjà comme un peuple. Et ce qui les lie, ce qu'on constate, c'est que c'est la même détermination, la même fierté, la même résilience, la même volonté de vouloir aller de l'avant et de ne plus revenir en arrière. Partout où je passe, je voyage beaucoup, je donne des conférences en Afrique du Sud, au Kenya, un peu partout. Partout, on me dit I want my AES passport. How can I become an AES citizen? Comment est-ce que je peux devenir un citoyen de l'AES? C'est parlant parce que ça veut dire que la façon dont les peuples se comportent parle au reste de l'Afrique. Dans leur majorité, on ne peut pas faire l'unanimité. Et même au sein de l'AES, il y a naturellement toujours des reliquats de personnes qui sont là pour continuer d'essayer de défendre un système qui nous a nui et que nous voulons mettre hors service. Mais dans l'ensemble, c'est la résilience, la fierté, la volonté de changement et je pense aussi la capacité de concrétiser un changement de mentalité qui sera la seule garantie de la pérennisation de cet effort que nous faisons dans la durée. Nathalie Yamb, une dernière question. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, l'Autrichien Volker Türk, dans un communiqué, a dénoncé a demandé l'abrogation du décret portant dissolution des partis politiques au Mali. Il a même demandé à ce que les élections présidentielles soient organisées dans un bref délai. Comment est-ce que vous appréciez cette déclaration de l'ONU? Qu'il aille d'abord demander à Zelensky en Ukraine de faire les élections et qu'il aille dire à l'Arabie Saoudite de mettre en place des partis politiques. Et puis il revient, on va discuter. Voilà donc qui est bien dit. Notre invité C360 d'aujourd'hui, Nathalie Yamb, activiste panafricaniste, la dame de Sochi, comme on l'appelle affectueusement. Avec elle, on parlait donc de l'AES, le point de départ d'une vraie souveraineté africaine. Nathalie Yamb, merci d'être venue. Merci beaucoup.